Vous êtes bien à l'écoute de Curiosité sur RCF Liège. Aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, 3 invités autour de la table. Le premier, c'est Bernard Wilquin. Il est archiviste de l'État et historien. Bonjour. Bonjour. Le second, c'est Philippe Boxeau, directeur de l'Institut de médecine légale de Liège. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis le troisième, vous le connaissez bien aussi sur nos ondes, c'est Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Bonjour. Bonjour Denis. Alors, si nous sommes tous les 4 réunis aujourd'hui, c'est pour aborder un fait d'actualité qui s'est produit fin de semaine dernière et début de cette semaine. C'est l'ouverture de la chasse reliquaire de Saint-Lambert. Et c'était votre idée, Bernard Wilquin, d'ouvrir cette chasse pour pouvoir analyser les reliques de Saint-Lambert. Oui, absolument. En fait, l'histoire, elle commence un peu par hasard. Je rencontre Philippe Boxeau dans le cadre d'un autre projet, celui de squelettes de soldats de Waterloo. Et je crois que le courant, on peut le dire, est très bien passé directement. Et Philippe Boxeau, il travaille depuis avec d'autres collègues aussi aux archives de l'État, notamment Laurence Druet sur des photographies d'autopsie. Et on s'est dit que finalement la science avait quelque chose à apporter à l'histoire. C'est pas nouveau, on n'a pas inventé, et que nous avions un personnage non seulement compétent mais aussi sympathique qui était disposé à collaborer. Et en discutant avec Philippe Boxeau et Julien Maquet, le conservateur du Trésor, nous nous sommes dit pourquoi pas finalement s'attaquer à Saint-Lambert. Alors, s'attaquer à Saint-Lambert, les eaux datent approximativement de 1300 ans. Philippe Boxeau, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle et cette demande finalement plutôt originale ? Moi j'aime bien, c'est le genre de truc qui m'intéresse, c'est assez unique, c'est même totalement unique de pouvoir autopsier, entre guillemets, en tout cas examiner les ossements d'un personnage tel que celui-là. Maintenant, la difficulté pour nous, c'était de savoir dans quel état étaient les ossements, et ça on pouvait pas le prévoir à l'avance, donc on pouvait pas prévoir ce qu'on allait pouvoir faire. Et ça, évidemment, vous l'avez découvert ce lundi début de matinée et jusqu'à fin d'après-midi. Vous avez découvert différents ossements. Vous allez pouvoir les analyser dans les jours qui viennent pour pouvoir tirer des conclusions qui seront bien sûr dévoilées d'ici quelques jours / semaines. On en saura plus bientôt, je l'espère en tout cas. Ouais, c'est l'idée. Alors... Jean-Pierre Delville, vous êtes l'évêque de Liège, je le disais tout à l'heure. Cette demande, comment est-ce que vous aussi vous l'avez accueillie de votre côté ? Parce que sans votre accord, on ne pouvait pas justement procéder à cette ouverture. Oui, je l'ai accueillie avec enthousiasme. J'avais aussi participé à la conférence de Philippe Boxeau sur le linceul du Christ et j'avais été épaté par l'approche très scientifique, précise et je dirais décisive de ce genre de document. Et je me dis, faire une approche analogue sur les reliques de Saint-Lambert, ce serait effectivement formidable, puisque on dispose en fait de pas mal d'éléments du corps de Saint-Lambert, et qu'on a aussi beaucoup de questions sur sa vie, son physique, ses capacités. C'était donc une occasion, je dirais, exceptionnelle de réunir les compétences scientifiques et les découvertes historiques. Alors peut-être pour nos auditeurs, certains connaissent bien Saint-Lambert, d'autres un peu moins. Est-ce que vous pourriez resituer ce personnage aussi en vos qualités d'historien dans le temps ? Oui, donc Saint-Lambert, il vivait à la fin du 7e siècle et il est mort au plus tard en 705. Il a été évêque de Maastricht, mais comme évêque de Maastricht, il voyageait beaucoup. Et en particulier, il résidait à Liège, où les évêques de Maastricht avaient une villa, c'est-à-dire un établissement de résidence. Il a été donc évêque à l'époque mérovingienne, à une époque qui était très troublée, où le pouvoir politique était très très fort par rapport aux religions. Et il a été pris à un moment donné dans un conflit, ce qui fait qu'il a dû être exilé. Et il a habité pendant 5 années en résidence surveillée à l'abbaye de Stavelot, parce que le roi mérovingien de l'époque ne le supportait pas. Donc il a fait l'expérience d'une vie monastique très austère. On a des récits précis à ce sujet-là dans sa Vita, ce qui est d'ailleurs assez rare. Ça donne un peu, je dirais, une idée de ce qu'était la vie dans un monastère en Ardennes au 7e siècle. Et puis finalement, il a été réhabilité, il a pu retourner. Et une fois qu'il a été remis sur son siège épiscopal, il a fait tout un travail d'évangélisation dans le nord du diocèse, dans la Campine actuelle. Et puis alors, à la fin de sa vie, il a été pris dans un nouveau conflit, un conflit par rapport à des immunités, à savoir la villa de Liège jouissait-elle oui ou non d'immunité, c'est-à-dire dispense d'impôts, dispense de juridiction, par rapport au pouvoir du gouverneur local ou non.
Et donc, dans ces conflits, il y a eu à un moment donné un accrochage et une équipe est venue finalement pour tuer l'évêque parce qu'elle ne supportait pas qu'il échappe quelque part au pouvoir du gouverneur local. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il a été assassiné dans une petite chambre où il se trouvait dans la villa de la place Saint-Lambert, qui évidemment ne portait pas le même nom à l'époque. Et c'est là que son corps s'est écroulé. Ce qui fait que la terre a bu son sang. Comme il était évêque de Maastricht, on a ramené le corps à Maastricht, mais ça a suscité tellement d'émoi dans la population qu'à un moment donné, on a cédé à la pression des habitants de Liège qui demandaient de rapatrier le corps à l'endroit où il avait été tué. Et c'est ce qui s'est produit quelques années plus tard, grâce au successeur qui s'appelait Hubert, le fameux Saint Hubert. Et ainsi, le corps de Saint-Lambert a été enterré à l'endroit même où il a été tué. Et c'est ce qui a donné lieu à la ville de Liège, en tout cas au développement d'une bourgade, d'un pèlerinage, de construction, bientôt d'un déménagement de l'évêque, et finalement d'une nouvelle capitale du diocèse. C'était vraiment un personnage incontournable pour l'histoire de Liège, puisqu'il en est presque le fondateur. En tout cas, sa mort a presque donné naissance finalement à cette ville de Liège. On peut vraiment dire que, dans les faits, s'il n'y avait pas eu l'assassinat de Saint-Lambert, Liège n'existerait pas. Et d'autre part, comme il a donné sa vie volontairement, c'est-à-dire qu'il portait l'épée sur lui, mais il n'a pas voulu dégainer son épée, et donc il s'est laissé assassiner, il a fait preuve de non-violence, ça a aussi impressionné les gens. Et donc il y a un peu cette sensation au don de soi, si vous voulez, qui a valorisé la valeur de sainteté de Saint-Lambert, et donc aussi la valeur spirituelle de son corps, qui a donc été vénéré. Lorsqu'on priait Saint-Lambert, on était guéri, on obtenait des miracles de guérison, de sorte que sa dimension de spiritualité a aussi fait en quelque sorte son succès. Voilà pour l'importance de ce personnage. Pour revenir à l'actualité, ce 16 octobre, on a ouvert, on peut considérer ça comme quoi, comme une relique, comme la chasse de Saint-Lambert. C'est vraiment la pièce principale. Un coffre presque de la dimension d'un corps de petite dimension en bois qui date du XIIe siècle. Et alors justement, ce coffre contenait différents bocaux en verre qui contenaient eux-mêmes différents ossements, pas mal d'ossements différents. On a pu découvrir, Philippe Boxeau, si je ne me trompe pas, des parties de bras, de tibia, de péroné, et aussi une partie du crâne. Donc il y avait un péroné, de tibia, aucun os n'est intact, il manque des éléments. Aucun os, aucun grand os, parce que les petits os, par contre, eux, sont intacts. On a des os des deux poignets, et assez étonnamment, ce sont les mêmes os qui ont été prélevés dans les deux poignets que l'on retrouve tant à gauche qu'à droite. Il n'y en a que deux. Or, il y a pas loin de 8 à 9 os, là-bas. Donc, clairement, on a sélectionné les os qu'on a choisis. Même chose au tarse. Le tarse, c'est l'équivalent du poignet, mais au pied. Et puis, on a alors un fragment d'os qui était intitulé clavicule, et dont, à l'ouverture, quand Monseigneur l'évêque l'a ouvert, je dis tout de suite, ça s'appelle une clavicule. C'était un cubitus, un fragment de cubitus qui sera encore analysé. Et puis, on a évidemment des os crâniens que l'on a pu déballer et que j'ai pu reconstituer. C'est-à-dire, j'ai pu découvrir qu'on avait la partie antérieure du crâne, c'est-à-dire l'os frontal en partie. Rien n'est complet dans ces os, en partie avec le début ici de la cavité orbitaire droite qui est bien visible. Donc on peut resituer cet os précisément par rapport au crâne, par rapport à l'individu. Par contre, les autres os crâniens que l'on a trouvés, qui sont eux épars, ceux-là, je ne sais pas les resituer exactement, un peu comme on ferait avec un puzzle. Il manque des pièces pour pouvoir le faire. Alors, à première vue, avec ce que vous avez déjà pu découvrir, par exemple, la clavicule qui n'en est pas une, c'est déjà une première découverte, ou en tout cas une première vérité qui va pouvoir être remise, corrigée, oui. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes que vous semblez pouvoir déjà On est en train d'y travailler. C'est un peu trop tôt pour l'affirmer. Moi, j'ai pas envie d'affirmer des choses que je ne tiens pas pour certaines. Je suis en train de travailler sur 3 choses. D'une part, on a découvert des lésions qui doivent encore être investiguées parce que c'est un peu, c'est un peu touchy. Faut vraiment être sûr de son fait. Et puis, je vais tenter d'évaluer sa taille sur base des segments que j'ai.
Ça va pas être simple, parce que je vous l'ai dit, les os ne sont pas complets, mais il y a peut-être moyen quand même, sur base de certaines mesures, mais qui ne sont pas habituelles, d'arriver à avoir une idée de la taille. On n'aura pas une précision telle qu'on l'aurait eu avec des os longs complets. Donc, pour vous expliquer. Un os long, c'est un radius, un cubitus, un humérus, un fémur. C'est des os longs. Si on en a un qui est complet, on peut, en mesurant l'os, et grâce à des tables, que nous avons extrapolé la taille et dire, voilà, il mesurait autant. Et à partir de la taille, on peut extrapoler au poids. Au poids s'il est obèse, au poids s'il est normal, au poids s'il est maigre. Et donc, grâce à ça, on arrive à, non plus une approximation, mais quelque chose qui est vraiment de plus en plus fin, quoi, très fin. Par contre, quand on n'a pas des os longs complets, ce qui est le cas ici, qu'on a des os courts complets, ça c'est vrai, et qu'on a surtout certaines mesures au niveau du bassin que l'on pourrait effectuer, à ce moment-là, on approche plus de la taille, on en est moins certain. On approche, quoi. Alors, si on approche de la taille, on approche du poids. Mais on n'aura pas de taille précise, on n'aura pas de poids précis. Hormis la taille et le poids, ce qui est aussi intéressant avec cette analyse et ce morceau de crâne aussi, c'est peut-être qu'on pourra découvrir, vous nous le direz d'ici quelques semaines, la cause de la mort. On parle d'un coup de lance, vous le disiez, monseigneur Jean-Pierre Delville, qu'il aurait atteint au crâne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut en tout cas être le cas avec les ossements qu'on a? C'est aussi quelque chose que vous pourriez découvrir? C'est quelque chose qu'on est en train d'explorer, oui, pour voir si effectivement ce coup de lance existe ou pas. Monseigneur Jean-Pierre Delville, en tant qu'historien, pour vous, ces analyses, c'est quelque chose de positif et qui va aussi pouvoir apporter quelque chose au diocèse de Liège? Oui, parce que nous découvrons d'abord la liste complète des os qui sont conservés et on ne l'avait pas. Donc on a une évaluation en quelque sorte de toutes ces reliques. Deuxièmement, on voit la continuité assez extraordinaire de cette conservation. Donc quand on a ouvert le reliquaire qui est dans le chef reliquaire de Saint-Lambert, on a découvert une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait les témoignages des ouvertures précédentes et il y en a une qui remonte à 1489. Pour cela, il y a tout un manuscrit qui a été fait à l'époque qui n'est pas encore connu, qu'on n'a pas encore déchiffré, qu'on n'a pas encore complètement forcément analysé. Donc, on découvre qu'il y a d'autres ouvertures qui ont eu lieu par après. On découvre par le fait même que ces ossements ont échappé à la Révolution française. On sait en effet que quand il y a eu la Révolution à Liège, on a dépouillé la châsse de ses ornements en argent, en or, en pierrerie et tout ça. Mais on n'a pas finalement ouvert le coffre qui était à l'intérieur et qui contenait les ossements. Ils n'ont peut-être pas trouvé le moyen non plus de le faire. Voilà, oui, c'était pas si simple. Et Segundo, une fois que le coffre avait été dépouillé de ses ornements, on peut dire qu'il était assez banal. Ensuite, les chanoines sont partis en Allemagne avec le trésor et ont donc mis en sécurité le trésor de la cathédrale Saint-Lambert, dont la châsse. Et il est revenu en 1803, et c'est alors que l'évêque napoléonien, Zepfel, a pu procéder à l'ouverture et à la reconnaissance de la présence des ossements. Donc ça veut dire que ce moment délicat a été franchi, et donc les os ont été conservés. Et antérieurement, de même, il a échappé, le sarcophage, la châsse a échappé au sac de Liège en 1468 par Charles le Téméraire, parce que le Téméraire n'a pas brûlé les églises. Et nous avons donc une attestation de la conservation au Moyen-Âge, dans le sens où nous avons des tissus qui ont enveloppé les ossements, dont certains remontent pratiquement au 7e siècle. Ces tissus ont été depuis longtemps extraits du coffre et exposés dans les salles du trésor, et nous montrent que donc, dès le 7e, 8e siècle, il y avait une vénération telle qu'on mettait des tissus précieux pour les entourer. Donc ça veut dire qu'ils étaient, disons, vénérés et bien conservés. Voilà, donc on a une attestation de conservation très très importante. Ce qu'il y a, c'est que, comme Saint-Lambert est devenu très populaire à partir de l'époque de Charlemagne, on a prélevé beaucoup de reliques pour donner aux églises qui étaient dédiées à Saint-Lambert dans toute l'Allemagne, la France, la Belgique. C'est pour cette raison qu'on n'a pas un squelette complet. Exactement. Charlemagne venait à Liège, quand il résidait à Jupy ou à Herstal, pour suivre les offices de la Semaine Sainte ou bien de Noël à Liège. Donc c'est un peu comme aller en pèlerinage. Ce qui veut dire que il a valorisé le lieu de Liège
et par le fait même la vénération à Saint-Lambert. Et donc la vénération à Saint-Lambert est devenue caractéristique, on va dire, du mouvement carolingien, du développement de la culture à l'époque carolingienne. Et donc c'est pour ça qu'il y a tellement d'églises dédiées à Saint-Lambert. Il y a même la cathédrale de Nuremberg qui est dédiée à Saint-Lambert. À Münster aussi, la plus grande église est dédiée à Saint-Lambert. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que toutes ces églises ont demandé une relique. Et forcément, on a prélevé des reliques pendant des siècles, et spécialement déjà sans doute au 9e et 10e siècle, pour toutes ces églises nouvelles dédiées à Saint-Lambert. Est-ce qu'on pourrait un jour imaginer, pour réaliser une analyse plus complète, de faire des demandes pour rapatrier justement ces ossements, ces reliques, pour pouvoir peut-être poursuivre le travail et aller peut-être encore un pas plus loin? Alors rapatrier, ça me paraît délicat parce que c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est des gens qui nous demandent de nouvelles reliques. Il vaut mieux que nous allions nous déplacer pour les analyser, effectivement. Souvent les églises qui conservent des reliques qui tiennent assez fort, donc elles vont pas avoir l'idée de les rapatrier à Liège. Mais par contre, effectivement, avoir un genre d'inventaire, une découverte, disons, des lieux où se trouvent les reliques principales, ça, évidemment, ce serait tout à fait intéressant pour comparer à ce qu'on a fait ici et compléter ce qu'on a fait, oui. Philippe Boxo, ça pourrait être un défi qui vous intéresse? Oui, ça pourrait être très amusant. On pourra compléter l'étude que l'on commence maintenant, avec des os. Et on parle notamment, j'entendais parler hier, d'un fémur qui se trouverait au Vatican. Si le fémur est intact, écoutez, ça, moi je le veux, Je le veux pour pouvoir voir la taille, quoi. Oui, ce serait une aubaine. Vous pourriez découvrir, comme vous le disiez tantôt, la taille, extrapoler le poids et peut-être d'autres informations en vue de l'état de l'os. Mais il faut se rendre compte aussi que quand on a ouvert justement les bocaux ici à Liège des os, ces os ils sont dans un certain taille qu'on peut juger après 1300 ans bons, mais qui en réalité sont très fragiles, oui, ça peut très vite se briser et justement redevenir poussière. En fait, ils sont décalcifiés. C'est le problème du temps, c'est qu'avec le temps, la décalcification joue. Et l'os n'est rigide que par le calcium. Donc, quand le calcium s'en va, l'os devient friable. Et d'ailleurs, quand on a ouvert avec Bernard et avec Monseigneur, on s'est vite rendu compte que il y a beaucoup de poussière qui en tombait. Donc, l'os est en train, au fur et à mesure du temps, et quoi qu'on fasse comme système de conservation, de disparaître progressivement. Bernard Wilquin, en tant qu'historien, vous, qu'est-ce que vous espérez de votre côté, aussi en tant qu'archiviste de l'État, qu'est-ce que vous espérez des analyses qui vont être faites? Plusieurs choses, puisque en matière de sources, évidemment, on connaît tout depuis longtemps. Il n'y a pas, à moins d'un miracle, de nouvelles sources sur Saint-Lambert qui vont surgir bientôt. Donc, c'était, je crois, un des buts de justement de cette analyse, c'était de trouver une façon transversale d'avoir des nouvelles informations sur Saint-Lambert. Donc, je pense qu'ici, on va se rapprocher un petit peu de l'individu, justement, au sens propre, puisque on va en savoir plus physiquement sur Saint-Lambert. Et je pense que peut-être qu'il y aurait une possibilité de vérifier si l'histoire que nous connaissons, celle de son assassinat, est bien exacte. Ça, je me tournerai évidemment vers le médecin légiste. Mais il y a aussi un autre aspect, celui de l'histoire du culte de Saint-Lambert, notamment, on l'a dit, au travers de Monseigneur, des différentes ouvertures, du parcours des reliques aussi. La façon dont on a préservé ces reliques aussi est très intéressante, parce que, on l'a dit, les ossements étaient préservés dans des bocaux de pharmacie du 19e siècle, avec des scellés. La façon aussi dont on a fermé et sécurisé la chasse, il nous a quand même fallu 2 heures pour comprendre comment l'ouvrir. Tout ça, je pense, va apporter énormément d'un point de vue culturel sur l'histoire de l'Église, l'histoire des reliques, l'histoire de Liège. Vous êtes bien à l'écoute de Curiosité sur RCF Liège. Aujourd'hui, émission spéciale concernant l'ouverture des reliques de Saint-Lambert et leur analyse. 3 personnes sont avec moi pour analyser, présenter ce sujet, en apprendre plus sur ce sujet. Il y a d'un côté Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, Philippe Boxo, médecin légiste, et puis Bernard Wilquin, qui est archiviste de l'État et historien. À l'instant, vous venez d'entendre En apesanteur de Calogero. Et en apesanteur, justement, la presse l'était pendant ce moment d'ouverture des reliques de Saint-Lambert. Et la presse, parlons-en, puisqu'on a pu y découvrir que, voilà, on parlait de science, on parlait de foi. Certains les opposent. Je vous propose d'écouter Lambert Wers, qui est le doyen de la cathédrale de Liège. Et voilà son avis sur la question de qu'est-ce qu'il espère de cette analyse. Et vous verrez qu'il fait le lien, justement, avec cette opposition. Oh, certainement pas, je dirais une sorte de concordisme. Entre une analyse scientifique et l'acte de foi
de toute une série de chrétiens ou des siècles, mais simplement que la science ou l'analyse scientifique peut dire que ces ossements sont ceux d'un homme de plus ou moins telle taille, et donc là il y a une vérification qui peut être intéressante. Maintenant, quant à dire exactement oui c'est vraiment Saint-Lambert malgré toutes les authentifications, c'est autre chose, c'est différent comme perspective. Je crois qu'il faut bien distinguer. C'est que d'ailleurs au siècle dernier, le chanoine Lemaître faisait toujours dans ses analyses l'astrophysicien à propos du Big Bang. Il n'a jamais dit que l'origine du Big Bang égale Dieu. Il faisait ses analyses et dire que c'est Dieu qui est à l'origine du Big Bang, là c'est un acte de foi. Donc évitons les concordismes, c'est ça surtout qui m'importe. Voilà, c'était Lambert Wersz à l'instant, doyen de la cathédrale de Liège. Alors Jean-Pierre Delville, qu'est-ce que vous pensez aussi de ce lien entre science et foi que Lambert Wersz met en avant? Oui, c'est sûr, il y a donc deux approches différentes. L'approche de la science a cette rigueur objective pour découvrir la vérité matérielle des choses. La foi éveille une dimension spirituelle de la signification des choses. Il faut quand même savoir qu'à l'époque mérovingienne, la foi est très liée à la nature. On est constamment dans la nature, donc tous les éléments de la nature interviennent dans la foi, et la foi est liée au cosmos. Par exemple, toutes les églises sont orientées, c'est-à-dire tournées vers l'est, de sorte que quand on célèbre la messe le matin, on célèbre la messe en regardant le soleil qui se lève, qui est le symbole du Christ qui donne la lumière. On voit souvent que les églises sont sur des petits monticules dans les villages, justement parce qu'elles sont en quelque sorte sur hauteur pour être plus proches du ciel. Il y a aussi des lieux qui sont consacrés, il y a des lieux, des sources, des fontaines, des arbres qui sont considérés comme saints et sacrés, et on est là en lien sans doute avec les religions antiques, mais aussi avec une certaine inculturation du christianisme dans ce cadre-là. Et donc, la relique est finalement aussi un élément de la nature, mais qui acquiert une valeur spirituelle plus intense que les autres éléments de la nature, mais au même titre que les autres éléments de la nature. Et c'est pourquoi ça m'a toujours frappé de voir dans la Vita que la motivation du rappel du retour du corps de Saint-Lambert de Maastricht à Liège, quelques années donc après son assassinat, est motivée par le fait que là où la terre a bu le sang du martyr, il faut que le corps soit aussi présent. Parce que quand on réunit le corps et le sang, on réunit la totalité de l'être. Et effectivement, pour l'Antiquité, sans doute encore le haut Moyen-Âge, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est même l'âme. C'est le principe d'animation du corps. Et même dans la célébration de l'Eucharistie, on mêle le corps et le sang du Christ en mettant un morceau de l'hostie dans le vin consacré. Donc cette idée qu'il faut unir le sang et le corps. De même, pour le cas de Saint-Lambert, on voit qu'il faut unir le corps resté à Maastricht au sang qui a imprégné la terre de Liège. Et donc cette idée qu'il faut donc créer la force, on va presque dire cosmique, du corps, où il a retrouvé, parce qu'il a retrouvé son âme, c'est-à-dire le sang, cette idée-là est sous-jacente au culte. Et donc, réunir le corps et le sang signifie par conséquent donner une vie nouvelle à ce corps, et donc une action nouvelle, d'où une action de guérison. On a le même phénomène pour le corps de Saint Martin, Martin de Tours, qui est mort à Tours. Il était absolument interdit, vu la force thaumaturgique qu'il avait exercée de son vivant, il était interdit de prélever le moindre ossement de son corps une fois mort, pour que la force thaumaturgique continue à partir du corps conservé comme relique. Et donc, c'est l'idée toujours d'avoir le corps complet, le corps entier, si vous voulez, qui exerce une force surnaturelle. Donc ça, c'est typique de la religion du 7e, du 8e siècle, dans le cadre du christianisme mérovingien. Plus tard, il va y avoir des changements. Par exemple, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin dira « Si une relique produit un effet, ce n'est pas parce qu'il y a une force spéciale ou une substance spéciale dans la relique,
mais c'est parce que Dieu a voulu qu'il y ait tel effet dans telle relique. Mais c'est pas lié au corps, vous voyez. Donc il va y avoir une évolution entre le 7e siècle et le 13e siècle qui va dans le sens d'une dissociation du spirituel et du matériel. Au 7e siècle, on est très fort dans l'association des deux. Philippe Boxeau, peut-être votre avis aussi sur cette analyse et le côté spiritualité dans lequel vous êtes plutôt neutre. Oui, je suis plutôt neutre puisque je suis athée, donc je n'ai pas ce problème par rapport à la foi. Mais j'aime bien la phrase que Jean-Paul II a dite quand il a parlé du suaire de Turin, c'était en 1998. Il a dit que le suaire de Turin était effectivement une provocation pour l'intelligence, j'aime bien l'idée. Il a dit qu'il invitait les scientifiques à agir dans le respect de la rigueur scientifique et de la liberté intellectuelle qu'elle confère, mais aussi dans le respect de la sensibilité des croyants. En clair, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas heurter, ça ne sert à rien, c'est pas le but, mais que la science et la foi sont deux choses différentes. C'est aussi ce que disait le chanoine, le maître, lorsqu'il a inventé, parce que quelque part, il a inventé une invention, c'est une découverte aussi en science, attention, mais c'est lui qui est le créateur de l'idée de la théorie du Big Bang, qui a pris son nom plus tard à cause d'un détracteur de la théorie qui s'appelait Fred Hoyle et qui sur la BBC a dit que c'était comme un grand bang, un Big Bang, et le mot est resté. Et lui aussi, il disait que lorsque l'on fait de la science, on doit laisser sa foi au vestiaire, et donc avoir une attitude qui est détachée par rapport à l'objet de foi. Le pape Jean-Paul II, quand il parlait du suaire de Turin, ne disait pas autre chose, et c'est ce qu'on tente de faire ici aussi. Rester neutre par rapport à la foi. C'est pas la foi qui doit nous guider, le scientifique, mais les découvertes qu'on va faire peuvent aider à cette foi. D'un autre côté, Jean-Paul II le signalait aussi, la foi n'a pas besoin de preuves. À partir du moment où on va prouver l'existence de Dieu, il n'est plus question d'avoir la foi, ce sera un constat. Et on change de dynamique. Alors Philippe Boxeau, pour clôturer cette interview, je vous propose de revenir sur deux événements qui auront lieu d'ici quelques semaines. C'est le 9 novembre du côté du Trésor de la cathédrale de Liège et c'est aussi le 13 décembre du côté des archives de l'État qu'il faudra se trouver pour une conférence spéciale dédiée justement à ce sujet et à cette analyse des reliques de Saint-Lambert. C'est tout à fait ça. Et je vous y invite nombreux, ça risque d'être intéressant puisque c'est à cette occasion-là que nous allons livrer les découvertes que l'on a pu faire. Voilà, donc toutes les découvertes seront à découvrir dans un premier le 9 novembre et si vous n'avez pas eu le temps, c'est du côté des archives de l'État qu'il faudra se diriger début décembre. Bernard Wilka, vous faites partie des archives de l'État, je vous le disais, vous étiez archiviste. C'est un événement qui vous tient à cœur aussi puisque c'est un peu grâce à vous que cette analyse a été lancée. Oui, absolument, d'autant que, outre Philippe Boxeau, on aura aussi évidemment Monseigneur qui viendra parler, on aura Julien Maquet du Trésor, Alexis Wilka, mon frère, qui est professeur d'histoire médiévale, et moi-même, donc je pense qu'on a un casting un petit peu de choix pour les amateurs d'histoire de Liège. Peut-être une adresse sur laquelle on peut se rendre pour réserver les places sur le site du Trésor de la cathédrale ? Oui, notamment, et le Trésor fera aussi la publicité donc des archives de l'État de l'événement, puisqu'il faut savoir en fait que la première conférence est déjà sold out et la deuxième normalement devrait s'ouvrir à la réservation demain. Je ne peux que recommander de se dépêcher puisqu'il n'y a que 100 places. Ne perdez donc pas de temps. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été en ma compagnie pour parler de ce début d'analyse des reliques de Saint-Lambert. Merci. Merci à vous.